On continue l'étude de la corrosion avec cette troisième vidéo dans laquelle nous allons parler de corrosion uniforme et de facteurs aggravants de la corrosion. Donc pour ça, en fait, on réalise une petite expérience. Alors je l'ai faite, je vous enverrai les photos. Là, je vais juste vous la décrire dans la vidéo. Donc en fait, on va prendre un morceau de fer. Alors j'ai marqué un clou en fer, mais il suffit juste d'un morceau de fer. Et on va le placer dans différentes conditions. Donc, première condition, la plus simple, je le mets dans un tube à essai, sans rien. Voilà, mon clou. Donc je le laisse à l'air. Alors, parfois ce qu'on peut faire, c'est rajouter quelques cristaux absorbeurs d'humidité dans le fond. Mais idéalement, tout ce qui m'intéresse, c'est l'action de l'air, mais sans présence d'eau. Deuxième expérience, eh bien, cette fois, on va regarder simplement l'action de l'eau, mais sans air. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais prendre de l'eau bouillie. En fait, pourquoi j'ai mis de l'eau bouillie? Pour essayer d'éliminer au maximum le dioxygène dissous dans l'eau. Donc, dans cette eau bouillie, je vais venir mettre mon clou. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui vienne se dissoudre à nouveau dans l'eau, je vais rajouter une petite couche d'huile au-dessus. Comme ça isole complètement l'eau de l'atmosphère. Donc finalement, dans cette première expérience, on regarde l'effet du dioxygène seul. Dans cette deuxième expérience, on regarde l'effet de l'eau seule. Troisième manip, on va regarder l'effet de l'eau et de l'air ensemble. Donc en fait, je vais prendre un tube, je le remplis partiellement d'eau et j'y plonge un clou. Donc là, on voit bien que le clou est plongé dans l'eau, l'eau a accès à l'air, donc au dioxygène, et donc je vais avoir l'action à la fois de l'eau et du dioxygène de l'air. Quatrième manip, je fais la même manip, exactement pareil, mais je vais en plus rajouter du sel dans l'eau. Et donc la question c'est qu'est-ce qu'on observe après, alors c'est un phénomène lent, donc on va dire après quelques jours. Et bien dans le premier cas, quasiment rien. Certes, si je le laissais, non pas quelques jours, mais quelques mois ou quelques années, j'observerais que le fer rouille. Mais en fait, la réalité, c'est que la corrosion par O2 sec est extrêmement lente. Sans eau, le fer rouille très lentement. Dans le cas de l'eau, cette fois sans dioxygène, alors ça rouille un petit peu, mais c'est pas non plus énorme. Alors quand je dis c'est pas énorme, ça va être comparé aux deux autres en fait. Donc vous verrez sur la photo, hein, effectivement, l'eau a pris une coloration un petit peu orange, donc il y a eu un petit peu de rouille qui s'est formée, mais assez peu finalement. Donc bon, ça montre quand même que l'action de l'eau est plus importante que celle du dioxygène sur le fer, mais ça montre aussi que l'eau sans dioxygène, alors c'est de l'eau neutre en plus, hein, donc là je suis pas en milieu acide, on avait fait dans l'application précédente, on avait vu l'application d'une solution acide sur les métaux. Là je suis pas en solution acide. Donc j'ai pas l'action des ions H+ sur le fer, donc oui il va y avoir une petite réaction de l'eau avec le fer, mais cinétiquement c'est très lent. Par contre ici, l'eau est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, le fer a vraiment rouillé. Il y a un dépôt, vous allez voir sur la photo, il y a un dépôt d'oxyde de fer dans le fond. L'eau est toute orange. Donc là, le fer a fortement rouillé. Et seulement en quelques jours. Et ici, c'est encore pire. Alors, vous allez voir sur les photos que la différence n'est pas énorme. Mais en fait, le fait d'avoir ajouté quelques sels en solution, juste du sel de cuisine, hein, j'avais rien d'autre, euh, ça a accéléré encore la corrosion du fer. Donc, les conclusions ici, je les ai résumées sur le poly. La corrosion va se produire préférentiellement en présence d'eau. On l'a vu, dioxygène sec, il se passe quasiment rien. La présence de dioxygène dissous dans l'eau est un facteur aggravant de corrosion, mais ça, encore une fois, c'est cohérent si on trace les courbes d'intensité potentielle. Allons-y. Pour le faire, je vais être là.
Alors, je ne mets pas les valeurs, je ne les ai pas en tête, mais c'est pas très important. Là, c'est vraiment qualitatif ce qu'on va faire. FE devient FE de plus. Et en fait, bah, pour l'eau neutre, je ne démarre pas de 0, puisque je suis à pH égale 7, donc je démarre déjà à moins 0,42. Moins éventuellement une surtension cathodique, je vais peut-être être là. H plus devient H2. Donc en fait, on voit que, ok, il y a un courant qui peut exister, mais il est extrêmement faible. Alors que, si c'est O2 qui devient H2O, eh bien je pars de 1,23 moins 0,42, encore une fois, parce que je suis à pH 7. Donc j'arrive à 0,81 volts, donc je suis ici. Alors il peut y avoir une surtension aussi. Voilà. O2 devient H2O. Et là, c'est pas la même histoire. Là, on voit bien que les deux branches sont suffisamment éloignées l'une de l'autre pour que j'ai un vrai courant. Alors, je peux pas le représenter parce que j'ai fait mes courbes un petit peu trop pentues. Mais il va y avoir un véritable courant d'oxydoréduction non nul, beaucoup plus important que celui qui existe ici entre le fer et H+. Voilà pourquoi ce sera bien plus rapide avec du dioxygène qu'avec du H+. Alors, vous pourriez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, en solution acide, pourquoi c'est H+, qui réagit et pas O2? Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de H+, dans une solution à pH égale 0 que de O2. Or, la cinétique dépend fortement quand même des concentrations des espèces. Donc là, cette branche d'oxydation que j'ai faite très pentue, en réalité, elle est beaucoup moins pentue que ça, hein. C'était qualitatif, ce que j'ai proposé. Mais ça montre quand même que O2 va préférentiellement réagir avec le fer plutôt que H+, dans ce cas-là. Et donc, la quatrième manip nous montre aussi, là c'est vraiment uniquement qualitatif, vous n'aurez rien à interpréter en termes de courbe d'intensité potentielle, nous montre que si on a des sels minéraux en solution, ici c'est du sel de cuisine, donc chlorure de sodium, eh bien ça va accélérer la corrosion, en fait ça joue simplement le rôle de catalyseur, tout simplement. Alors, ce qu'on a étudié ici comme type de corrosion, c'est ce qu'on va appeler une corrosion uniforme. La corrosion la plus simple, en fait, alors, on ne l'a pas observé de près, mais il se trouve que si on regarde de près le clou, on va constater qu'il est oxydé à peu près partout de la même façon. On parle de corrosion uniforme, et donc c'est exactement ce que je viens de dire, si tout le métal est oxydé à peu près de la même façon partout. Donc c'est ce que j'ai écrit ici, tout le métal est attaqué de la même façon, par opposition justement à la corrosion différentielle qu'on verra dans la vidéo suivante. Donc c'est normalement ce qu'on a observé dans ces trois tubes ici. Alors, la corrosion uniforme s'observe normalement donc en présence d'eau en milieu acide, c'est ce qu'on a vu dans l'application précédente, ou ici, on l'a vu en présence d'eau, alors dans un milieu neutre, et de dioxygène. Donc c'est ce qu'on parle, on parle d'eau aérée. Donc ça c'est vraiment le savoir. Corrosion uniforme en milieu acide, ou eau neutre aérée. Alors quand je dis neutre, pas forcément exactement pH égale 7, hein, mais c'est pas un milieu fortement acide. Si le milieu n'est pas fortement acide, eh bien ici je vais avoir un faible courant d'oxydoréduction entre H+ et le fer, donc c'est O2 qui se charge d'oxyder le fer. Voilà, on termine avec la corrosion uniforme. Je vous enverrai les photos de la manip. Alors, c'est pas dans les tubes à essai, enfin, je fais ce que je pouvais, mais on voit quand même bien l'oxydation. Et puis on attaque dans la prochaine vidéo la corrosion différentielle.